Chers spéculateurs, bonjour, bienvenue dans cet article vidéo, donc le format d'un article que je viens d'écrire sur les 4 secrets de la prédiction en bourse ou comment devenir un demi-dieu vivant. C'est un article, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à l'écrire, vous allez voir que c'est de la pure psychologie, encore une fois des foules comme tout ce qui gouverne. Tous les flux, tous les comportements humains dans toutes les strates de notre société, c'est encore une fois de la psychologie des foules et de la manipulation des foules. Et ça concerne autant les marchés financiers que, comme je viens de vous le dire, n'importe quelle autre thématique de notre vie quotidienne. Donc c'est pour ça que vous devez vraiment être averti de tous ces leviers psychologiques qui sont utilisés par l'ensemble des influenceurs de notre société. Donc on va attaquer tout simplement la lecture de cet article vidéo et puis quand j'ai des choses à rajouter tout simplement je les rajoute si j'ai des choses qui me viennent à l'esprit. Alors qu'elles soient en rapport avec la bourse ou l'avenir de l'humanité, les prédictions sont très appréciées par nous les humains. Nous sommes fascinés par tout ce qui est inexpliqué ou inexplicable. Être en mesure de réaliser la prédiction d'un événement improbable à une date probable est associé à une compétence quasi surnaturelle. Si en plus cette prédiction porte sur un événement tragique, toute l'attention du public est captivée. On pourrait même appeler ça un cocktail magique pour hypnotiser et envoûter un auditoire. Car même la partie la plus réfractaire du public, dont je fais partie et dont vous faisiez certainement partie, accordera toute son attention à ce spectacle pour se délecter de l'issue finale, à savoir la mise en ridicule et en échec de l'auteur de la prédiction. Et en faisant cela, les plus sceptiques entrent, indépendamment de leur volonté, c'est-à-dire nous, dans le jeu du prédicteur, tout simplement parce qu'on se met à l'écouter et à le suivre attentivement pour voir comment est-ce qu'il va se ridiculiser. Mais du coup, on joue son jeu. Alors, la voie rapide pour devenir un demi-dieu ou un fou déséquilibré, c'est au choix. Ça dépend si la prédiction se réalise, on devient un demi-dieu. Si elle ne se réalise pas, on devient un monsieur un petit peu illuminé. Donc le prédicteur, alors certains disent prédicateur, prédicteur, je préfère prédicteur, c'est plus court. Le prédicteur peut passer d'un statut d'homme normal, c'est-à-dire la situation que l'on occupe tous actuellement, à celui de demi-dieu si l'événement se matérialise, si sa prédiction se matérialise. Dans le cas contraire, il passe pour un simple fou déséquilibré en quête de reconnaissance sociale. C'est vraiment un jeu du noir ou blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas d'entre-deux, c'est soit c'est un demi-dieu, soit c'est un fou, il n'y a pas de finalement il est un petit peu entre les deux. Non, c'est vraiment c'est du pile ou du face. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en France, quand j'étais plus jeune, moi, on avait Paco Rabanne qui était un créateur et qui est d'ailleurs toujours un créateur de haute couture et qui nous avait sorti des prédictions apocalyptiques pour notre pays. Et il y en avait une qui avait été très très célèbre, c'était la fameuse station Mir qui devait s'écraser le 11 août 1999 à 11h22 sur le château de Vincennes. Donc imaginez un petit peu la prédiction, la précision de la prédiction, la tragédie de la prédiction. Et puis en soi l'improbabilité d'un tel événement. Donc là vraiment vous allez le voir, Paco Rabanne il avait engagé toute son identité, il s'était vraiment engagé personnellement avec cette prédiction et il avait ce qu'on appelle les 4 éléments d'une vraie prédiction qu'il a exploité à 100%. Donc on va voir ça un petit peu plus loin. Mais en gros on va analyser un petit peu si un tel événement s'était produit. Je pense qu'on aurait tous relié Paco Rabanne au rang de demi-dieu vivant. C'est-à-dire que pendant toute la période où ce monsieur-là que vous voyez sur cette image faisait ses prédictions, il était invité sur les plateaux télévisés, sur le journal de 20h, tout le monde parlait de lui dans les magazines, donc vraiment il a captivé l'attention d'un auditoire qui était bien la France entière et même à l'international. Beaucoup de gens parlaient des fameuses prédictions de Paco Rabanne. Donc, imaginez seulement si cette station Mir s'était écrasée sur le château de Vincennes à 11h22 le 11 août 1999, on se serait dit mais ce mec-là, c'est quelque chose que nous ne savons pas, c'est un demi-dieu, il doit être
voilà, il doit être guidé par une entité supérieure, donc on doit suivre toutes les recommandations, tout ce que nous dit Paco Rabanne à partir de maintenant. Donc vraiment, il serait passé d'un statut d'homme normal à statut de demi-dieu. Mais comme ce petit jeu des prédictions eh bien, n'a pas de demi-mesure, Paco Rabanne, vu que ses prédictions ne se sont pas matérialisées, il se balade désormais avec une étiquette d'homme ésotérique un petit peu fou. Et au final, c'est pas vraiment incompatible avec son métier excentrique de créateur de mode. Ça, je pense pas que ça lui porte préjudice. Seule son intégrité en tant que personne équilibrée a été un petit peu écorchée, atteinte. Mais voilà, par exemple, un politicien n'aurait jamais pu faire ce genre de prédiction en engageant tout son honneur en fait. Voilà, il n'aurait jamais pu engager son honneur, donner une date précise d'un événement complètement improbable et tragique. Donc, on va voir maintenant les 4 éléments d'une vraie prédiction. Vous allez voir que c'est vraiment très important de visualiser ces 4 éléments et on verra par la suite qu'il y en a 2 qui sont constamment utilisés par les influenceurs, tout ce qui est politiciens, entreprises, marques, tous ceux qui utilisent les médias pour pouvoir valoriser un projet de vie. Vous verrez qu'ils en utilisent 2 sur les 4 et ils se risqueront jamais à utiliser les 2 autres. Donc on va déjà voir les 4 leviers psychologiques qu'utilisent les vrais prédicteurs pour le coup. Voilà. Une vraie prédiction doit pouvoir impacter les gens émotionnellement. Et c'est là vraiment le secret. Elle doit pouvoir ébranler toutes les fondations mentales, c'est-à-dire les croyances, depuis notre plus tendre enfance, qu'un être humain s'est construite depuis sa naissance. Et pour cela, il y a 4 leviers à utiliser, des leviers psychologiques. Alors, le premier levier, c'est que l'événement que l'on prédit doit être d'une très forte intensité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire intensité? Ça veut simplement dire que l'événement doit être d'une puissance telle que quand on vous en parle, vous aurez peine à y croire. C'est-à-dire que 99,9% de la population ne croira pas en la possibilité d'un tel événement. Il faut que l'événement enregistre ce qu'on appelle un écart type à la moyenne qui soit anormalement élevé et qui soit tellement élevé qu'il soit complètement incroyable. Il faut vraiment que ce soit à peine croyable. Donc par exemple, si je vous dis qu'une vague de chaleur de 70 degrés s'abattra sur Dunkerque en plein mois de janvier prochain, là vous vous dites non mais là le mec cumule. Déjà Dunkerque, on se les pèle. Au mois de janvier, on se les pèle encore plus. Et 70 degrés, c'est du jamais vu. Peut-être dans le désert de je ne sais pas quelle région du monde, on peut atteindre les 50 et 60 degrés, 70, je ne sais pas. Mais pour que ça arrive à Dunkerque en plein mois de janvier, c'est complètement improbable. Personne ne vous croira. On peut aussi vous dire, par exemple, je ne sais pas moi, l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Ça, c'est le titre d'un livre, il me semble, qui est très impactant. Et on se dit, ben non, l'espérance d'un homme, l'espérance de vie, en dehors du transhumanisme, on est autour des 80 années d'espérance de vie. Alors peut-être qu'on peut monter à 100 ans, 120 ans avec notre physiologie actuelle, mais 1000 ans, c'est juste improbable. Donc vous voyez un petit peu la puissance d'une prédiction, l'intensité d'une prédiction. Quand on fait cette prédiction, il faut qu'elle soit à peine croyable. Donc ça, c'est le premier élément psychologique. Parce que quand c'est à peine croyable, les gens vont en parler. Ils vont se dire émotionnellement, ça va les impacter. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Voilà. Ça va créer de l'émotion. Ça va créer du buzz. Les gens vont en parler. Quelque chose d'à peine croyable, les gens en parlent. Si je vous dis, si je vous dis qu'à Dunkerque, au mois de janvier prochain, il va faire 3 degrés, c'est quelque chose de tout à fait normal et habituel, personne n'en parlera. Ça fait partie de la normalité. Le deuxième levier psychologique d'une bonne prédiction, c'est qu'il faut que l'événement soit de nature catastrophique. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Quand il s'agit de mauvaises nouvelles, l'homme est soumis à des amplitudes émotionnelles qui sont de 3 à 10 fois plus importantes que lorsqu'il s'agit d'une bonne nouvelle. Ça a été mesuré dans des dizaines et des dizaines d'études empiriques, des études comportementales. Je me souviens qu'il y avait même un journal russe qui avait carrément testé pendant 2 semaines, alors pendant
la première semaine de donner des news que positives et pendant la deuxième semaine de donner des news que négatives. Et au final, quand ils se sont mis à donner que des informations positives, l'audimat a complètement chuté par rapport à la moyenne historique. Et quand ils se sont mis à donner que des informations catastrophistes et complètement, enfin, qui sont basées sur la peur, eh bien le journal a fait 2 à 3 fois plus d'audience que sur sa moyenne historique. Donc vous voyez que quelque part on est câblé, hein, on est configuré en tant qu'être humain pour être à l'écoute et se diriger vers toutes les informations qui sont de nature catastrophiste, hein, qui sont vraiment basées sur la génération de peur, d'émotions liées à la peur. Donc en gros, bah voilà, les annonces négatives, elles ont un effet de buzz qui est garanti, ce qui n'est pas forcément le cas des informations et des annonces positives. Donc ce simple levier, c'est la simple nature de l'information, de la nature de la prédiction, va jouer un énorme rôle sur eh bien, la contagion à travers le peuple, donc au final l'attention de l'auditoire. Donc en gros, bah, le fonctionnaire devant la machine à café, hein, que ce soit le fonctionnaire devant la machine à café ou eh bien le riche investisseur ou le riche entrepreneur qui est en plein cocktail mondain, eh bien dans les deux cas, quelle que soit la caste de la société, on a des humains en face de nous et ils vont parler d'une telle information. Il va vraiment y avoir contagion sur l'information, c'est assuré. Pourquoi? Parce que ça va faire débat, ça va générer des réactions, des émotions, des prises de position. On va avoir des confrontations, il y en a qui vont être exaspérés, il y en a qui vont carrément se créer des nouvelles vocations. Donc vous voyez, vraiment quand on a des news négatives et avec une forte intensité, ça génère beaucoup de vie tout simplement. C'est un petit peu voilà, cette balance, on contrebalance quelque chose qui est basé sur la mort et on s'est contrebalancé par de la vie et de l'animation. Donc en gros, tout simplement un événement de nature catastrophique, ça va créer tout un arc-en-ciel émotionnel chez l'homme avec des couleurs très vives hein, chez cet arc-en-ciel. Ensuite, troisième élément, troisième levier psychologique. Il nous faut une date la plus précise possible. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Ça, vous allez le comprendre. Parce que annoncer des événements improbables et négatifs dans tous les sens. Ça, tout le monde peut le faire. On peut tous s'amuser à dire des trucs complètement fous et basés sur voilà, en annonçant la fin du monde, la fin de, je sais pas moi, un choc magnétique sur la Terre qui va tout simplement couper Internet et tous les systèmes électriques sur Terre et qu'on va se retrouver à l'âge de Cro-Magnon en l'espace de 24 heures. Tout le monde peut s'amuser à faire des prédictions comme ça. On ne vous écoutera pas. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une date précise. Donc, pour faire simple, hein, le fait d'annoncer des événements improbables, c'est le sport favori de beaucoup d'intervenants en finance de marché. Hein, et vous pourrez le constater, tous ces intervenants, ils sont tous à la tête d'entreprises qui vendent des pièces d'or, des lingots. Donc eux, leur but, c'est d'avoir des discours catastrophistes et avec des écarts-types qui sont très importants. Typiquement, le retour à l'âge de Cro-Magnon. Et à ce moment-là, vos petites pièces d'or, là, vous allez en avoir besoin. Donc ça va être leur discours. Mais ces personnes-là ne pourront pas vous annoncer une date précise. Ils ne peuvent pas le faire parce que sinon, quand ils vont le faire et que l'auditoire va se rendre compte que ça n'est pas arrivé, ils vont passer pour des rigolos. Et du coup, tout simplement, leur entreprise va péricliter. Donc, ils ne peuvent pas s'amuser à donner des dates précises. Par contre, si vous avez un homme qui commence à vous annoncer une date précise, ça implique un schéma, un raisonnement mental. Ça implique quelque chose que lui sait que nous, on ne sait pas. On n'a pas connaissance, on n'a pas conscience de quelque chose que lui sait. Donc, il y a un écart tout de suite entre vous et lui. Il y a un écart qui se crée. Et en fait, vous êtes en train de vous dire tout simplement qu'il y a quelque chose qui est en train de se dérouler derrière votre dos, que lui sait et que vous ne savez pas. Et ça suscite énormément d'interrogations et de curiosité de notre part. Et du coup, les 3 questions que cela va générer, hein, quand on se dit « mais cette personne sait quelque chose que l'on ne sait pas », ça va être comment une personne pourrait annoncer une telle catastrophe avec autant d'aplomb, avec une date précise en tête, sans être au courant de quelque chose que moi je ne sais pas.
forcément, s'il annonce tout ça, c'est qu'il sait quelque chose que moi, je ne sais pas. Donc ça, c'est la première question que l'on se pose. Comment est-ce que quelqu'un dans cette situation peut se permettre de faire tout ça sans être au courant de quelque chose que moi, je ne sais pas? Ce qui amène à la deuxième question. Qui l'a mis au courant? Là, il y a forcément quelqu'un qui l'a mis au courant. Que ce soit une entité, une divinité, quelque chose de supérieur, ou qu'il soit, je ne sais pas moi, dans le cercle fermé des Illuminati, ou... Bref, voilà, quelqu'un l'a mis au courant. Et ce qui mène à la troisième question, pourquoi lui a été mis au courant et pas moi? Je veux dire, voilà, ça c'est les trois questions que n'importe quelle personne va se poser s'il est confronté à un prédicteur, voilà, à quelqu'un qui va faire une vraie prédiction. Et du coup, toutes ces questions, elles vont stimuler un petit peu le côté fantasmagorique du cerveau humain. Et du coup, les trois réponses automatiques que l'on va apporter à ces trois questions. Alors, la première réponse, ça va être « cette personne est forcément spéciale puisqu'elle sait quelque chose que la population mondiale ne sait pas ». Donc ça va être notre première interprétation, ça va être une réponse logique. Notre cerveau va automatiquement apporter cette réponse logique. La deuxième réponse, ça va être peut-être, bien que cette personne, c'est un messager de Dieu ou d'une divinité ou d'une entité supérieure, ou peut-être qu'elle est dotée d'un pouvoir surnaturel auquel les humains n'ont pas accès. Donc cette personne, entre guillemets, n'est pas vraiment humaine, elle est plutôt, on la catégorise implicitement du côté du surnaturel ou des entités supérieures. Et troisième réponse que ces trois interrogations vont susciter, ça va être, c'est que elle est forcément l'élu de quelque chose, l'élu de quelqu'un, l'élu d'une entité supérieure, et forcément, si c'est l'élu, eh bien le peuple humain doit la suivre. Donc vous voyez un petit peu le raisonnement qui est fait autour de ces trois questions que l'on se pose et qui implicitement nous amène à ces trois conclusions. Voilà, quand vous êtes capable d'utiliser une prédiction d'une forte intensité, de nature catastrophiste, avec une date précise, là déjà vous avez 3 éléments sur 4, 3 éléments qui sont très très forts, 3 leviers psychologiques très forts. Là votre auditoire va être captivé et il va commencer à vous considérer sur un plan supérieur à ce qu'est la population mondiale. Donc, le quatrième levier psychologique maintenant. Pour que ça fasse sens tout ça, il faut que le prédicteur engage son honneur. Je veux dire, si la personne ne croit pas elle-même en ce qu'elle dit, forcément, la population, l'auditoire ne croira pas en les prédictions du prédicteur. Donc, si le prédicteur dit « je pense que »,« peut-être que » ou « il se pourrait que », bien cela signifie que lui-même n'y croit pas en sa prédiction. Alors pourquoi le monde entier y croirait ? Donc voilà, ça c'est vraiment très important. Il faut que le prédicteur soit engagé à 100% dans sa prédiction, donc il engage son honneur, pour qu'il obtienne l'attention de la foule. Et ça c'est vraiment un élément qui est vital. Et c'est seulement au prix de cette prise de risque maximale sur laquelle il joue toute sa réputation et toute son intégrité qu'il peut passer d'un statut d'homme normal au statut du divin, si sa prédiction se produit, ou de fou si sa prédiction ne se produit pas, ce qui arrive dans 100% des cas. Donc c'est pour cette raison que la plupart des prédicteurs sont, à mon sens, soit des fous, parce qu'ils n'ont aucune conscience de leur propre mise en danger, parce qu'ils ont 100% de chance de se retrouver avec tout simplement leur honneur et leur intégrité qui va être mise à mal, parce que leur prédiction ne pourra pas se produire, puisque ça n'existe pas. À part lire et voyager dans le temps, à part lire dans l'avenir et voyager dans le temps, les prédictions, les vraies prédictions ne se réalisent jamais. Jamais vous ne verrez un événement improbable de nature catastrophiste se matérialiser à une date précise. Ça n'existe pas. Alors, on va vous dire oui, mais Nostradamus, il n'a jamais donné de date précise. Il a donné juste des événements tragiques, de forte amplitude, en disant dans un futur proche ou lointain. Mais jamais il n'a donné de date précise. Ce sont des interprétations de ces écrits que les gens en font et disent « Ah, il avait prévu, regarde, ça c'est… » Non, c'est juste des interprétations. Jamais il n'a donné de date précise. Donc, en ce sens, les prédicteurs, pour moi, ce sont soit des fous parce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils se mettent en danger, ils mettent en danger toute leur intégrité et leur honneur, voilà.
Soit ce sont des sociopathes qui ne ressentent aucune émotion et qui ne seront pas impactés par leur propre mise en échec. Alors là, c'est pire, hein, parce qu'en gros, ils savent qu'ils vont s'en prendre plein la tronche quand leur prédiction va tomber aux oubliettes. Enfin, pas aux oubliettes, mais va être un énorme échec. Mais comme ils ne ressentent aucune émotion, hein, ce qui est le lot de tous les sociopathes, ils n'en ont rien à faire. Donc, soit le mec est fou, soit le mec est sociopathe, soit, troisième point, c'est un génie de la communication. Et quand je dis génie de la communication, c'est qu'il a prévu à l'avance de comment il allait se sortir, excusez mon langage, mais de ce foutoir dans lequel il s'est lui-même foutu. Comment il va se servir de la non-réalisation de sa prédiction pour s'élever davantage dans son projet de vie, voilà, si c'est une marque, une entreprise, un politicien, il va se servir d'un échec qu'il a lui-même programmé pour pouvoir rebondir dessus et s'élever encore plus loin dans sa stratégie de jeu à moyen long terme. Donc ça, voilà, on a soit un fou, soit un sociopathe, soit un génie de la communication. Donc là, j'ai un cas pratique. C'est un exemple assez récent puisqu'on a Martin Armstrong qui nous avait fait une énorme prédiction avec sa théorie des cycles. Donc je vous lis ce qu'il avait écrit et je vous ai mis carrément un reportage qu'a réalisé Arte. Alors c'est un reportage qui dure 1h40 qui est extrêmement intéressant parce que lui, pour le coup, je pense qu'il s'est un petit peu fait avoir à son propre jeu. Je pense qu'il est un petit peu entre le fou et le génie entre le fou et le génie de la communication. Il s'est fait un petit peu avoir par sa communication et il s'est pas rendu compte de ce qui allait, de sa propre mise en danger derrière. Donc je vous lis. C'est le système entier au niveau planétaire qui va exploser. Donc une news, une prédiction tragique d'une amplitude à un écart type complètement monumental par rapport à la moyenne. Vous voyez, en une phrase déjà, le mec, boum, il a les 2 premiers leviers psychologiques qui sont remplis. Alors, entre fin septembre et début octobre 2015, 3e levier psychologique atteint. Le mec donne une date précise. Là, il ne dit pas dans les 5 générations à venir ou dans les 5000 ans à venir. Le mec donne une date précise. Je veux dire, entre fin septembre et début octobre, il a une date précise de 2 semaines. Il y a un slot de 2 semaines pour que l'événement se réalise. Donc, entre fin septembre et début octobre 2015, une terrible crise mondiale aura lieu. En plus d'être économique et financière, elle engendrera des conflits géopolitiques, des guerres civiles, des révoltes. Sans être un expert, le simple citoyen voit les signaux s'enchaîner en ce moment. Et c'est le système entier, au niveau planétaire, qui va exploser. Martin Armstrong est un historien qui est passionné des cycles économiques. Il a passé toute sa vie en fait à étudier l'histoire, les cycles économiques, la monnaie, le pouvoir, la construction des empires, la destruction des empires. Donc il a mis en place un modèle qui permet de se voir dessiner les cycles. Et le problème, c'est qu'il est tombé dans le propre piège de ses propres modèles. C'est qu'il est devenu, il s'est dit, bon bah voilà, si dans le passé, ce cycle s'est mis en place comme ça, et bien dans le futur, il se mettra en place comme ça, avec cette date-là et cette date-là. Cette date-là, la fin du cycle, cette date-là, le début du nouveau cycle, etc., etc. Et pour lui, c'était quelque chose qui allait se réaliser. Il était devenu persuadé que son modèle de cycle qui avait marché dans le passé, forcément, puisque ça retraçait les données passées, eh bien, ça allait se reproduire dans le futur, chose qui n'est pas arrivée. Donc, en fait, il est passé dans le 4e levier psychologique, c'est-à-dire qu'il a complètement embrassé sa prédiction en mettant en jeu son honneur et le travail de sa vie complète. Donc, Martin Armstrong, là, il a fait un strike, les 4 leviers psychologiques réunis. Donc, je reprends la lecture. Donc, il a mis en place des modèles lui permettant, selon ses dires, de savoir à quel moment les différentes crises vont survenir. Il prévoyait un krach boursier historique de type Big Bang des dettes étatiques pour octobre 2015. C'est autour de cette croyance que le film The Forecaster a carrément été tourné et est sorti en salle de cinéma juste avant la date fatidique d'octobre 2015. Donc je ne sais pas si vous imaginez, avec ces 4 leviers psychologiques, le mec a carrément réussi à se faire financer un film qui est passé au cinéma dans le monde entier. C'est incroyable, hein.
Vous vous rendez compte de la puissance de ces 4 leviers psychologiques quand on veut faire de la communication, c'est absolument démentiel. Donc ce crack ne s'est pas produit, au contraire c'est un nouveau marché haussier surpuissant qui s'est mis en place. Donc là Martin Armstrong, grosse mise en échec, énorme mise en échec, on ne l'entend plus d'ailleurs. Je tiens à souligner que le travail de recherche de Martin Armstrong sur les cycles est vraiment pertinent. Mais au jeu des prédictions, le prédicteur ne sort jamais gagnant et Armstrong l'a payé au prix de sa crédibilité. Le storytelling autour de cet oracle est absolument brillant. Vous pouvez regarder le reportage que je vous ai mis là ou son film The Forecaster, c'est absolument génialissime. Il y a des rebondissements, le mec a été en prison, soi-disant c'est la CIA qui l'a mis en prison parce qu'il était capable de lire l'avenir des cours boursiers, etc. Enfin, une histoire de fou, quoi. Un storytelling génial. C'est un peu comme si la vie l'avait obligé à se transformer en Nostradamus des temps modernes. Vous comprendrez mieux en regardant ce documentaire réalisé par Arte. Donc, tout simplement, pour avoir le lien de ce documentaire, allez sur l'article, Les 4 secrets de la prédiction en bourse, qui est sur mon blog, où je vous mettrai tout simplement le lien de cet article dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Comme ça, vous pourrez retrouver cette vidéo, la vidéo que je tourne là, sous format article, avec tous les liens que je vous présente actuellement. Alors là c'est pas fini, on n'en est pas du tout, je crois qu'on doit être à la moitié de l'article. Alors, comment les influenceurs se servent du schéma de prédiction pour être plus impactants? Donc là, je vous ai présenté les 4 leviers psychologiques et je vous ai un petit peu teasé le truc en disant, voilà, il n'y en a que 2 qui peuvent être utilisés et qui sont utilisés par tous les influenceurs. Un influenceur, ça peut être un politicien, un artiste, une entreprise, une pub, une marque, peu importe, une entité qui a besoin de capter l'attention d'un auditoire. Donc, beaucoup utilisent les leviers psychologiques de la prédiction. J'ai même envie de dire tous. Ils utilisent tous les leviers psychologiques de la prédiction. Si l'influenceur veut perdurer, il lui est impossible d'utiliser les éléments, donc les leviers 3, c'est-à-dire la date précise, parce que ça n'arrivera jamais, personne n'est capable de lire dans l'avenir, et le levier psychologique numéro 4, qui est d'engager son honneur. Car sinon, forcément, il grille sa crédibilité à long terme. Donc, en gros, tous les influenceurs ne peuvent jouer que sur les leviers psychologiques 1 et 2. Donc, je m'explique pourquoi les 3 et 4, même si j'ai déjà fait les petites explications. Alors, l'objectif d'un influenceur est simplement de capturer l'attention en générant un maximum de buzz autour de lui. Donc, le point 3, une date précise. C'est impossible à prévoir. Donc au mieux, on peut déterminer une fenêtre temporelle viable qui est assez large. Mais du coup, cela décrédibilise complètement sa faculté de visionnaire ou de demi-dieu. Il sera simplement relayé au rang de simple analyste. Quand on est analyste, on peut dire dans cette fenêtre de temps, normalement cet événement devrait plus ou moins se mettre en place avec plus ou moins d'écart type d'intensité. Mais voilà, on ne passe plus on n'est plus demi-dieu là, on est simplement analyste. Et le point 4, engager son honneur, c'est tout simplement inenvisageable, car l'objectif de l'influenceur, c'est d'avoir son honneur intact, ou en tout cas de perdurer dans sa stratégie de jeu sur le moyen long terme. Donc son but n'est pas de devenir un demi-dieu, et encore moins de passer pour un fou déséquilibré. Son but, c'est simplement de capturer l'attention des foules sans se mettre en péril. Donc on peut voir ça aussi avec Donald Trump, qui en janvier 2000 nous disait alors je crois que c'était CNBC, mais là il y a marqué MSNBC, c'était peut-être en 2000 le nom de la chaîne, donc grosse chaîne d'information financière, qui disait « Je suis convaincu que nous sommes tous en danger ». Premier levier psychologique, la peur, donc de nature catastrophiste. Au point que les attaques terroristes à venir, donc là il fait une prédiction sur la nature, l'écart type, la nature de la prédiction, ce sera des attaques terroristes, que les attaques terroristes à venir feront passer les attentats de 1993, il faut savoir qu'il y a eu une première tentative d'attentat sur le World Trade Center en 1993, alors je reprends, au point que les attaques terroristes à venir feront passer les attentats de 93 comme ceux d'enfants jouant avec des pétards. Donc en gros, cette façon de communiquer, c'est une
fausse prédiction, c'est-à-dire qu'il utilise une information de nature négative basée sur la peur en disant qu'il va y avoir d'autres attentats qui seront d'une amplitude complètement démesurée par rapport à ceux de 1993 et dans le futur. Effectivement, on peut se dire après coup, ah mais ouais, mais Donald Trump, il avait raison, puisque voilà, les attentats du 11 septembre, le World Trade Center, etc., etc. Sauf que voilà, c'est comme de dire, moi je peux vous faire une prédiction, il y aura d'autres attentats en France pendant, je peux vous dire que dans les années à venir, il y aura un autre attentat en France sur une place publique où il y aura énormément de personnes qui seront victimes de cet attentat et ça arrivera très probablement pendant un événement marquant pour la France. C'est-à-dire soit une date historique qui est symbolique pour la France, soit tout simplement un concert ou un événement artistique qui met en avant les valeurs de la France. Est-ce que je fais une prédiction là? On pourrait dire que oui, je fais une prédiction, mais en réalité, c'est une fausse prédiction. Je ne donne pas de date précise, je n'engage pas mon honneur, je parle juste d'une information négative qui a un écart type à la moyenne qui est assez important, mais qui est très probablement va se réaliser puisque elle s'est déjà passée plusieurs fois dans le passé. Et Donald Trump, là, il ne fait que parler d'événements qui se sont déjà passés dans l'histoire passée, qui ont eu un écart type à la moyenne assez important, mais qui font partie des choses qui se réalisent. Et il dit simplement que dans le futur, ça va se réaliser et que ça pourrait être encore pire dans le futur. Donc, vous voyez que là, stratégie de Donald Trump, se baser sur les deux premiers leviers psychologiques sans utiliser ni le troisième ni le quatrième, parce que sinon, comme on l'a vu, le troisième, il passe pour un fou déséquilibré, parce que c'est impossible de lire dans le futur, et le quatrième, eh bien, il se grille son honneur, son identité, il se grille sur le long terme. Donc, il ne peut pas utiliser les leviers numéro 3 et numéro 4. Ce qui nous amène maintenant à ce que j'appelle, moi, c'est les écrans de fumée. Hein. Là, Donald Trump, ce qu'il nous fait, c'est un écran de fumée. Il brasse du vent avec des fausses prédictions. Alors, qu'est-ce qu'une fausse prédiction? Si je vous dis que 99% de la population française n'utilisera pas la fenêtre de sa maison pour sortir de chez soi au cours des 30 prochaines minutes, est-ce que c'est une vraie ou une fausse prédiction? Seul le critère temporel est respecté parmi les 4. Juste le temps. Je vous dis, dans les 30 prochaines minutes, tout le monde va utiliser la porte d'entrée pour sortir. Les 3 autres critères, ils passent à la trappe. Donc il s'agit là d'un simple constat que 99% des Français utilisent communément leur porte d'entrée pour sortir de chez eux. Et que dans les 30 prochaines minutes, cette banalité perdurera. Ce n'est donc pas du tout une prédiction. Ou plutôt, devrais-je dire, c'est une fausse prédiction. Beaucoup de politiciens utilisent des situations parfaitement normales et prédictibles, entre guillemets, en mettant en avant leur qualité de visionnaire. Ça, c'est des écrans de fumée. Donc là, je vous ai donné un exemple qui est, à mon sens, complètement pourri, mais au final, on pourrait s'en servir pour se dire, voilà, moi je fais la prédiction que. Donc forcément, les gens qui vont écouter ça, ils vont se dire, hey, mec, voilà. Tout le monde sort par sa porte d'entrée dans les 30 minutes, cette habitude ne changera pas, donc c'est pourri. Mais par contre, brasser du vent en mode Donald Trump, là les gens, vous allez capturer leur attention. Et vous allez capturer leur attention avec des écrans de fumée. Déjà, par essence, tout ce qui est prédictible n'est pas une prédiction. Pourquoi? Parce qu'une prédiction ne peut elle-même être prédictible. En soi, elle doit sortir de derrière les fagots. C'est quelque chose qui est complètement imprévisible. Voilà, on ne peut pas savoir que... par essence, une prédiction ne peut pas être prévisible. Donc, pas prédictible. Donc avoir raison 99% du temps, c'est facile et c'est juste de la fausse prédiction. Tout le monde peut le faire, mais personne ne le fait car cela revient à brasser du vent. Sauf bien sûr nos chers amis les politiciens et les vendeurs de rêves. Ils manient habilement l'art de la fausse prédiction en la déguisant sous forme de promesses et de compétences. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Vous allez voir que ces vendeurs de rêves là, qui transforment des fausses prédictions en vraies promesses, il y en a absolument partout. Et vous allez vous rendre compte comment ils manient avec habileté l'art de transformer des banalités ou des choses que tout le monde serait capable de prévoir en des promesses et en s'imposant, en prenant la stature d'un visionnaire.
de visionnaire ou de réelles compétences que personne d'autre n'a. Alors prenons l'exemple de deux apprentis experts. L'un est agent immobilier et l'autre est gérant de portefeuille en bourse. Deux thématiques différentes. Pour capturer l'attention du public, ils vont faire des promesses. Alors, on va partir avec la première promesse de notre expert en immobilier. Il vous promet qu'il peut baisser le prix d'une vente d'un bien immobilier dans 99% des cas. Vous imaginez quelqu'un qui vous dit, voilà, si tu fais appel à moi pour acheter ton bien immobilier, moi, dans 99% des cas, je te baisse le prix du bien immobilier, donc tu feras une affaire. Mais la réalité derrière ça, derrière cette promesse, c'est que 99% des vendeurs seront d'accord pour baisser le prix de leur bien de 1 euro. Je veux dire, baisser le prix d'une maison qui vaut 300 000 euros et la baisser de 1 euro, c'est peanuts, c'est du vent. Pourtant, cet expert en immobilier va baser sa promesse là-dessus. Il va baser sa promesse sur du vent. Il va brasser du vent. Il va faire une fausse prédiction, parce que c'est du vent, tout le monde peut le faire. Il va transformer cette fausse prédiction en une vraie promesse et en une vraie compétence. Vous voyez un petit peu l'art et la manière de manipuler de l'information. Pareil, notre expert en bourse vous promet qu'il est capable de savoir avec 99% de certitude si une action va monter dans la journée. Mais la réalité des cas, c'est que 99% des actions varient de plus 0,1% à un moment dans la journée. Donc tout le monde peut le dire, ça, tout le monde peut le faire. Vous voyez, encore une fois, c'est transformer une simple banalité, quelque chose que tout le monde peut faire, que tout le monde peut dire. Tout le monde peut dire 99% de la population va sortir par sa porte d'entrée au cours des prochaines 30 minutes. Eh bien, ces personnes-là transforment une banalité en une vraie promesse et en une grosse compétence qu'ils s'attribuent. Donc, ces deux gourous utilisent un événement tout à fait banal, une fausse prédiction, pour la transformer en une promesse. Et ça marche comme ça. Ils peuvent transformer, voilà, ils transforment de la pierre en or. C'est les fameux alchimistes. Et encore une fois, ça n'existe pas. Personne n'est capable de transformer de la pierre en or, hélas. Alors, car en lisant, alors voilà, si vous lisez ces deux promesses de nos experts qui sont ici, je le reconnais, c'est des caricatures, c'est pour que vous compreniez bien la gymnastique que ces vendeurs de rêves utilisent. Eh bien, si vous entendez ça, vous allez forcément les solliciter, vous allez forcément vous dire mais comment est-ce qu'il fait? Il a quelque chose que moi je ne sais pas, il sait faire des choses que je ne sais pas faire, il est forcément à un rang plus élevé que moi. Donc ça va capter votre attention. Même si vous n'y croyez pas, vous allez quand même avoir votre attention qui va être captée. Et donc, si vous leur demandez comment ils s'y prennent, là, bizarrement, vous allez voir qu'au bout du fil, il n'y a plus personne. Car faire une promesse sur un événement qui a quasi 100% de chances de se produire, ça ne représente aucune valeur. Et ça, ils ne vous le diront jamais. Ils vous diront jamais qu'au final, ils vous ont fait une promesse sur une pure banalité. Donc là, on va voir maintenant ce qui différencie l'escroc du simple influenceur. Donc l'escroc, lui, il est là pour vous prendre votre argent. L'influenceur, il est simplement là pour utiliser des écrans de fumée pour capturer votre attention. C'est deux choses différentes. Donc l'escroc, lui, comme je vous l'ai dit, il vous vole votre argent. Lui, son but, c'est de se griller à court terme. Donc il prend l'argent, il se barre en courant, vous ne le reverrez plus jamais. Il n'a pas du tout vocation à perdurer sur le moyen long terme. Il n'a pas de stratégie de jeu. Lui, enfin à long terme, sa stratégie de jeu, c'est j'arnaque la personne à court terme et je me barre le plus loin que je peux en me cachant. Donc souvent, il s'agit d'une fausse personne, une fausse identité, d'une entreprise opaque, bref, de quelque chose qui est bizarre. L'influenceur, lui, il vous vole votre temps d'attention. Donc ça se matérialise par du temps d'attention en termes de bavardage devant la machine à café avec vos collègues. Mais voilà, l'influenceur, lui, son but, c'est de rester visible à long terme. Donc il ne va pas aller voler votre argent, il va simplement capturer votre temps d'attention. Donc il s'agit souvent d'une personne physique, parce que si vous la retrouvez dans la rue, cette personne ne veut pas se faire insulter. Et elle est là pour tout simplement pour perdurer à long terme. Donc là, on a eu la récente, vous le savez, si vous n'êtes pas dans une cave depuis plusieurs trimestres, on a eu le cas du Bitcoin. On a eu toute une ribambelle de vendeurs de rêves qui se sont greffés comme ça autour de la tendance Bitcoin. Et on a mais vraiment une ribambelle d'escrocs. Et vous allez voir qu'en fait, ils se sont adaptés à un nouveau référentiel psychologique. Alors,
Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Les plus grandes arnaques que je connaisse sont récentes. J'ai jamais connu des arnaques aussi incroyables que sur le Bitcoin. C'est juste génial. Génial, pour ceux qui se font pas arnaquer, de voir à quel point il n'y a pas de limite en fait. Hein. Dans la création d'arnaques, il n'y a aucune limite. Donc ça concerne le Bitcoin avec des promesses qui sont déconnectées de la réalité. Le problème d'une bulle spéculative, comme celle du Bitcoin, c'est que plus personne n'a les pieds sur terre. Le référentiel de réflexion n'est plus terrestre, il est lunaire. Du coup, de nombreuses pubs et sites internet vous promettent des rendements de plus 50% par mois ou de multiplier vos bitcoins par 10 en 24 heures grâce, alors j'ai lu des trucs, c'était du hacking. Donc soi-disant, ils volent pour vous. Donc les mecs volent pour vous, mais en réalité, ils vous volent directement. Donc ils vous disent, envoie-moi tes bitcoins, je te fais x10 parce que je peux hacker le système de la blockchain et je te rends tes bitcoins x10. Voilà, bref, au final, vous envoyez les bitcoins, vous les revoyez plus jamais. Donc ces escrocs se servent de la folie émotionnelle ambiante qui tourne autour du Bitcoin. La télé vous parle des nouveaux millionnaires. Les médias financiers commentent la hausse des prix. Plus 100%, plus 200% en quelques jours, en quelques semaines. Comme si cela allait durer éternellement. On vous parle aussi de la fin des banques et des gouvernements. Donc dans tout ce brouhaha ambiant, les escrocs passent complètement inaperçus puisque leurs promesses ou leurs prédictions apparaissent comme étant normales dans un nouveau référentiel qui n'est pas terrestre mais qui est lunaire. Donc si vous n'essayez pas de comprendre comment ils s'y prennent, ces escrocs, pour respecter leurs promesses magiques, vous êtes cuits. C'est une nécessité, vous devez toujours comprendre comment font ces personnes pour délivrer leurs promesses. Sinon, chargez-vous vous-même de vos sous. Cela réclame effectivement de se former, d'être en apprentissage permanent dans sa vie, mais cet argent est investi dans votre cerveau. La connaissance, c'est le pouvoir. C'est vraiment quelque chose qui est commun à tout le monde. Tous ceux qui ont la connaissance, ils sont autonomes, ils dépendent de personne et ils sont capables de voir à 100 000 ce qui ressemble à une escroquerie, de ce qui est vraiment pertinent. C'est aussi le pouvoir, donc la connaissance, c'est le pouvoir de rapidement reconnaître toutes les entourloupes, qu'elles soient faites par des Nostradamus de la finance, de la mode ou par des petits escrocs qui se grillent à court terme. Encore une fois, le pouvoir, c'est la connaissance. Tous ceux qui ne veulent pas se former, qui pensent qu'après avoir eu leur bac plus 5, bac plus 8, arrêtent de se former en pensant qu'ils savent tout et qu'ils seront capables de déjouer toutes les informations, toutes les situations, ce sont ces personnes-là qui sont le plus victimes et qui sont le plus amers au quotidien dans leur vie puisqu'ils se font sans cesse avoir. Et ce sont toujours ces personnes-là qui vont critiquer le système. Alors que toutes les personnes qui sont dans un système mental, d'évolution, d'apprendre toujours des nouvelles choses, de se remettre en question, d'aller questionner les systèmes en place et d'essayer de comprendre comment marchent les choses, c'est ces personnes-là qui avancent très vite et qui se retrouvent au final en haut de la fameuse pyramide. Alors, s'il n'est pas possible de prédire si une action va exploser en bourse, est-ce qu'il est possible au moins de s'exposer régulièrement à ce genre d'action qui explose en bourse ? Donc là, on revient sur la thématique bourse et qui a attrait davantage donc aux prédictions. Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis que 1% des réactions humaines sont parfaitement prédictibles? Si je vous annonce que vous venez de gagner au loto, que votre femme est morte, qu'il y a le feu dans votre maison ou que vous venez d'être papa ou maman, j'ai de grandes chances de correctement prévoir sous 30 secondes votre comportement émotionnel et la manière dont vous allez réagir. Pourquoi? Car nous sommes dans des situations émotionnelles qui sont rares et hors du commun avec du coup des réactions qui seront rares et hors du commun. 99% du temps, le comportement des humains est imprévisible car il est noyé dans un flux d'émotions qui est tempéré. En bourse, ce sont les émotions qui drivent le marché sur le moyen et le long terme. C'est pour cela que 99% du temps, et que sur 99% des actions, le comportement n'est pas prédictible. Par contre, comme dans la vie, là en bourse, il existe des situations émotionnelles qui sont explosives et qui sont beaucoup plus prédictibles.
Donc, le taux de réussite sur ce genre de situation est anormalement élevé, hein, sur les situations boursières où on a des émotions qui sont très fortes, car on parie sur une émotion qui est, comme je viens de vous le dire, démesurément forte. La clé est de choisir la situation émotionnelle la plus forte dans laquelle nous allons nous exposer. En bourse, vous avez 10 000, 15 000 actions liquides qui sont cotées. Il y en a peut-être 0,01% qui vont être dans des situations intéressantes chaque jour, qui vont être vraiment dans des situations émotionnelles qui sont fortes et qui là nous donnent une bonne dose de visibilité sur la continuation de cette émotion. Comme je vous l'ai dit, c'est ces fameuses émotions où on vous annonce que vous gagnez au loto, que vous venez de perdre un être cher, que vous venez d'être papa, bref, des émotions émotionnelles très 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 fortes. Gagner en immobilier. Alors là aussi, on peut parier sur les émotions des vendeurs de biens. Par exemple, en immobilier, la prédiction de faire chuter le prix de vente d'un bien lors d'une négociation, eh bien ça, c'est cette capacité à prédire le fait qu'on est capable de faire chuter le prix d'un bien en vente. Elle est beaucoup plus forte si on est dans une situation de divorce, de décès avec un héritage derrière, ou si le vendeur doit récupérer du cash rapidement. Si on exploite des situations donc émotionnelles qui sont de forte intensité, on a beaucoup plus de probabilité de tirer parti à notre avantage de ces situations émotionnelles. Et vous voyez que là, encore une fois, c'est pas le jeu des prédictions, c'est simplement le jeu de trouver des situations émotionnelles à forte intensité. Pourquoi? Parce qu'elles sont beaucoup plus prévisibles. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont simplement des analyses d'émotions fortes. Et là, que ce soit en bourse ou que ce soit en immobilier, alors en bourse, je vais vous montrer un cas pratique précis, mais en immobilier, voilà, typiquement, tous ceux qui arrivent à faire les meilleurs négos chez les agents immobiliers, c'est quand le vendeur est pressé de vendre parce qu'il est dans une situation indélicate. Donc sur ce genre de situation, un expert en négociation aura un pourcentage de réussite et un décalage à la moyenne beaucoup plus important que s'il devait utiliser ses compétences dans des situations émotionnelles dites banales. Gagner en bourse, l'effet de news du Nutella à moins 70%. Est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé dans les médias? Ça a été relayé un petit peu partout sur Internet, à la télé, etc. Donc, c'était une situation émotionnelle très, 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 très forte. Cette fameuse promotion sur les pots Nutella à moins 70% dans les supermarchés, dans les intermarchés. Donc, alors, les situations où les émotions sont fortes sont facilement reconnaissables. Il ne s'agit pas de les prédire, mais juste de les constater pour parier sur leur expansion. C'est assez drôle comme on nous fait croire que tout est compliqué dans la vie. En bourse, on nous martèle qu'il faut connaître les bilans financiers des entreprises et tout un tas de variables économiques pour être en mesure d'investir. Cela revient un peu à dire que si notre femme rentre en colère à la maison, seuls ceux qui auront fait un bac+10 en psychologie seront en mesure de reconnaître cette émotion et que les autres seront totalement largués. Dans les faits, nous n'avons pas besoin d'un bac+10 pour reconnaître une situation où les émotions sont explosives. On n'a pas besoin d'un bac+10 en psychologie pour savoir si notre femme, quand elle rentre à la maison, elle est de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Pourquoi? Parce qu'on est des humains, nous sommes humains et nous maîtrisons parfaitement la reconnaissance des émotions puisque c'est notre mode de fonctionnement. En bourse, 99% des actions ne sont pas dans une situation émotionnellement explosive. Donc 99% des actions ne nous intéressent pas, elles partent direct à la poubelle. C'est pour cela qu'il faut apprendre à repérer les 1% d'actions sur lesquelles la tension émotionnelle des investisseurs est tellement forte que l'issue probable est un fort décalage des prix. Ce genre de situation survient quand une news qui est hors du commun est enregistrée sur une action qui elle-même est dans une situation graphique hors du commun. Donc là, je vous ai mis là, il y a un lien. C'est une série de 8 vidéos, donc c'est complètement gratuit. Je vous ai mis plein de graphiques pour vous expliquer tout ça. Je vous ai mis deux articles que j'avais écrits d'ailleurs pour un magazine spécialisé en finance des marchés. Et surtout, je vous ai mis 8 vidéos. Vous avez 8 vidéos, ça va vous apprendre à reconnaître toutes les situations où on a une news qui tombe et qui déclenche
un mouvement explosif. Voilà, ça c'est reconnaissable. Il y a plusieurs points. Le premier, c'est qu'on a une stabilisation des cours de bourse dans ce qu'on appelle un range. Donc les cours sont stabilisés. Puis on a une news qui tombe. La news, elle tombe et elle fait s'extirper les cours de ce consensus. C'est-à-dire que les cours, quand ils évoluent comme ça, les cours de bourse, autour d'un certain niveau de prix, il y a un consensus qui s'est fait. C'est-à-dire que tout le monde pense que l'action vaut à peu près ce prix-là. C'est pour ça qu'elle évolue sans faire de tendance. S'il y a une news qui tombe et qui déclenche un nouveau consensus, une nouvelle perception de la réalité du prix de l'action, qu'elle déclenche une première hausse des prix. Donc les prix, vous voyez ici, ils vont s'extirper de cette zone de consensus. Et ici, on a les volumes en dessous, c'est-à-dire le nombre de transactions qui se sont faites, qui ont eu lieu. Ça montre à quel point la tension émotionnelle est forte. Donc quand on a un consensus global et que les prix se sont bien établis autour de ce consensus, qu'on a une news qui tombe avec une forte tension émotionnelle et que les prix s'extirpent de l'ancien consensus, ça veut dire qu'on a un nouveau consensus de prix qui se fait, une nouvelle psychologie et qu'on a vraiment un événement émotionnel qui est très fort, du type, là, boum, vous avez gagné au loto, vous venez d'être papa, vous avez perdu quelqu'un de cher dans votre entourage. Donc là, on a un nouveau comportement émotionnel qui est démesurément fort et qui va engager par derrière tout un tas de collatéraux. Et les collatéraux en bourse, ils sont binaires. Soit ça monte, soit ça descend. Et bien là, les collatéraux seront à la hausse. Ça va monter, ça va monter, ça va monter parce que la news a eu un impact très, très, très important émotionnellement. Et nous, le but, ça va pas être d'anticiper la news. Ça va être d'attendre que la news tombe, qu'elle impacte les intervenants et en fonction de la force d'impact sur les intervenants, on va seulement à ce moment-là décider de surfer la tendance ou pas. Donc on ne va pas identifier avant la news, on va simplement chaque soir lancer nos screeners, donc c'est des petites sondes qui vont sur 10 000, 15 000 actions, nous trouver quelques actions qui sont dans ce genre de situation. Et si on a effectivement une news qui est tombée avec des volumes extraordinaires et qui font passer la psychologie qui était dans un consensus basique, en gros, l'action vaut ce prix-là, grâce à la news, l'action maintenant elle va se mettre à monter parce qu'on a une forte annonce. Et bien là, seulement à partir de ce moment-là, on va pouvoir prendre position pour surfer la tendance. Et ça, vous voyez, il n'y a pas besoin de faire des prédictions en bourse. Simplement, il y a besoin d'analyser et de trouver une situation où les émotions sont hors du commun. Toute cette analyse, elle est 100% visuelle. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de la finance, il n'y a pas besoin d'avoir étudié l'économie ou quoi que ce soit. C'est la news ici qui va jouer le rôle de catalyseur. On n'a même pas besoin d'analyser comptablement ce qui se passe. On a juste besoin de savoir que c'est une news qui tombe, qui impacte très fortement quelqu'un. Et donc là, ce quelqu'un, c'est les intervenants sur le marché. De par son niveau de surprise, elle engage donc des acheteurs dans une psychologie acheteuse qui est complètement incontrôlable. Si vous avez suivi l'histoire des émeutes des pots de Nutella à moins 70% dans les intermarchés, c'est exactement dans le même état modifié de conscience dans lequel entrent les investisseurs, c'est-à-dire une frénésie acheteuse, une frénésie à l'achat. Et là, ce qui s'est passé sur les pots de Nutella, c'était ça. C'est boum, on a une news et là, on se rend compte que tout un tas de personnes dans le premier intermarché qui se ruent littéralement sur les pots Nutella et qui se battent pour s'arracher des pots Nutella. Qu'est-ce qu'on fait nous? On lance le pari que sur tous les autres intermarchés de France, on va avoir exactement le même comportement humain. Que cet effet de news, il y aura une contagion et qu'il y aura des collatéraux qui va continuer à s'étendre. Donc voilà, en bourse, c'est pareil. C'est l'effet de pot de Nutella à moins 70%. Grosse news, effet de pot de Nutella sur un intermarché. On prend le pari que ça va continuer sur tous les autres intermarchés de France. Alors, comment est-ce qu'on détecte les trades de news à fort potentiel? Alors, pour détecter ce genre de situation explosive, il faut utiliser ce que j'appelle, je vous l'ai dit, un screener chaque soir. Donc, ça prend entre 10 et une demi-heure, la petite routine du lundi au vendredi. Le but, c'est de scanner des actions. Donc, c'est un scanner que j'ai programmé et qui, comme je vous l'ai dit, 10 000 actions cotées en bourse, va nous trouver en quelques secondes des actions à fort potentiel émotionnel. Ce sont sur ces actions que nous allons faire des paris spéculatifs. Toutes ne déclencheront pas des tendances de prix hors du commun. Ça, c'est clair et net. Ça ne marche pas tout le temps.
Il s'agit même d'une minorité de nos paris qui seront responsables de toute la performance annuelle de notre portefeuille. Mais notre rôle, nous, en tant que spéculateurs, c'est d'éviter les 99% d'actions qui n'ont aucun potentiel, puis de parier des montants avec un risque parfaitement maîtrisé sur les 1% d'actions à fort potentiel. Il n'y a pas de magie. Le but est d'exploiter les statistiques de la distribution du capitalisme, ce qu'on appelle aussi plus communément la loi de Pareto, du 80-20, que là on applique à la bourse. Mais faut-il encore savoir comment s'exposer à ce genre d'accident positif grâce au trading de news? Encore une fois, là vous avez le lien. Comment le trading de news fonctionne? Vous avez 8 vidéos de PDF. Je vous mets le lien, ce lien de cette page dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Vous allez avoir toutes les infos sur cette page. Là, je vous ai mis un autre exemple qui n'a rien à voir avec la bourse et qui va permettre là aussi de saisir des opportunités liées à des situations émotionnelles fortes, des news, via une entreprise de rénovation. Alors, c'est un exemple, mais complètement simplet. J'ai simplifié, mais le processus reste le même, que ce soit pour une entreprise de rénovation ou n'importe quelle autre thématique. Le processus pour saisir des accidents positifs de richesse dans sa vie en prenant un risque financier qui soit le plus petit, le plus ridicule possible, c'est ce schéma-là. Il faut respecter ce schéma-là partout dans sa vie. Donc, je reprends l'exemple simple. Si vous êtes spécialisé dans la rénovation de monuments en France, donc voilà, vous faites de la peinture, de la rénovation de façade, s'il y a des travaux à faire, des dégâts à faire, parce qu'il y a eu des tempêtes ou des incendies, votre entreprise, elle se charge de réhabiliter des monuments. Eh bien, vous n'allez pas vous amuser à prédire quel monument va prendre feu pour aller voir le propriétaire et lui proposer un contrat de rénovation sur quelque chose en parfait état. Vous n'allez pas aller voir ce monsieur et lui dire « Je prédis qu'à cette date-là, vous aurez un incendie et qu'il faudra rénover votre monument ou votre bien. Donc, signons ce contrat dès maintenant. » Déjà, vous allez passer pour un fou, peut-être même un pyromane. Bref, c'est pas comme ça que ça marche. Et ce qui est assez marrant de voir, c'est que tous les entrepreneurs fonctionnent sur ce schéma-là, c'est-à-dire qu'ils achètent, je sais pas moi, des réfrigérateurs, pour faire des pâtisseries, ils engagent des grands pâtissiers, ils s'engagent dans des franchises. Et une fois qu'ils ont dépensé 200, 300, 400 000 euros, ils se rendent compte que finalement, toutes leurs dépenses, elles ont servi à rien parce que la boutique qu'ils ont ouverte, il n'y a pas suffisamment d'achalandage, il n'y a pas suffisamment de gens qui viennent acheter dans leur boutique et finalement, 3 mois après, ils font faillite. Je sais pas moi, vous voulez faire du tourisme sur l'île Maurice, vous n'allez pas acheter un bateau, vous n'allez pas acheter des trucs de parachute ascensionnel, vous n'allez pas acheter des pick-up, etc. sans avoir testé votre business model avant. Vous allez d'abord tester un business model, vous allez louer le bateau pour la journée pour voir si ça marche, si vous rentrez dans vos frais. Et si le business model marche, simplement ensuite, vous allez commencer à investir de l'argent. Mais l'idée, c'est de ne pas prendre de risques. Vous n'allez pas prédire, vous n'allez pas faire de prédiction sur quelque chose qui va marcher ou ne pas marcher. Vous allez respecter ce schéma-là. Donc, je reviens sur l'entreprise de rénovation de monuments en France. Vous allez surveiller chaque jour dans la presse quels sont les monuments à avoir pris feu ou d'ailleurs à avoir subi des dégâts liés à des problèmes, je ne sais pas moi, des tempêtes ou voilà, des dégâts liés à la nature, pour profiter d'une éventuelle opportunité, qui est d'obtenir un contrat pour réhabiliter le bien. Donc bien sûr, là je fais abstraction des assureurs, etc. Il n'y a pas besoin de prédire l'avenir pour profiter d'une opportunité. Il faut juste surveiller chaque jour le marché avec un screener. Donc là, pour le coup, c'est juste la presse. Vous surveillez la presse locale des différentes régions. Dès qu'un monument a été complètement saccagé à cause d'un événement imprévu, eh bien, grâce à la presse, grâce à votre screener de news, vous prenez contact avec le propriétaire et vous lui proposez un contrat défiant toute concurrence de réhabiliter son bien. Puis, donc, du coup, vous allez faire un pari peu risqué qui est pour le coup, pour prendre contact avec le détenteur de ce bien. Le seul risque financier que vous allez prendre, ça va être vos frais d'essence. Vous allez vous déplacer pour prendre rendez-vous avec lui, lui faire un devis. Ça va être votre seul risque financier.
sur le cas de figure, sur les cas de figure possédant le plus gros potentiel, par exemple les plus gros incendies ou les plus gros monuments. Vous n'allez pas faire ça pour des petites chapelles ou des petits monuments à résoudre. Vous allez simplement vous exposer aux opportunités avec un décalage à la moyenne les plus importants et sur lequel vous allez prendre un risque, un pari qui est le plus faible en termes de dépenses. Le trading de news fonctionne exactement de la même façon et c'est pour cette raison que c'est de loin l'approche boursière la plus sécurisante. Elle permet d'enregistrer les plus gros accidents positifs de richesse grâce à l'impact émotionnel qu'ont les news sur les intervenants. C'est notre fameux effet pot de Nutella. Cela tout en minimisant la taille des paris. Je vous renvoie encore une fois à cette page, le swing trading sur les news actions. Vous avez 8 vidéos, vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est là-dessus, sur ces derniers mots, que se conclut notre analyse sur les prédictions en bourse. J'espère que vous avez passé du bon temps, que vous avez appris des bonnes choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et surtout, je vous encourage vraiment à approfondir tous ces accidents positifs de richesse que l'on peut mettre dans sa vie grâce au trading de news. Vous allez forcément apprendre beaucoup de choses. Je vous explique tout ça dans ces 8 vidéos. On se retrouve juste derrière pour les 8 vidéos et puis bien les 2 PDF, les 2 articles que j'avais écrits pour ce fameux magazine spécialisé en trading et en spéculation.